Alors, je me présente, donc Marc Berger, je travaille chez GRDF pour les aspects réglementation. Comme Judith l'a montré, en fait, les appareils à gaz sont responsables d'une partie en fait des intoxications CO et donc je vais vous montrer quel est le cadre réglementaire et les principales règles de l'art quand on utilise des appareils à gaz. Euh, Déjà, la mission qui m'a été confiée et que j'ai acceptée, c'était de présenter la réglementation gaz. Vous ne pourrez pas avoir un cours complet sur la réglementation gaz en 20 minutes. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais je vais surtout vous montrer où est-ce qu'on peut trouver les textes, comment on les utilise et comment aller plus loin. Le but, c'est vraiment de vous initier en fait à la réglementation gaz et qu'ensuite, vous puissiez aller trouver par vous-même les informations dont vous pouvez avoir besoin sur le terrain. Alors, la première chose, et là, donc, Judith en a déjà un petit peu parlé, quels sont les différents types d'appareils à combustion gaz? Alors, dans la réglementation gaz, on aime bien la normalisation aussi, et notamment, en fait, les appareils, en fait, sont classés en trois types. Et ces trois types, on va voir que ça, ils ont un impact différent, en fait, vis-à-vis de la production de monoxyde de carbone. Donc, premièrement, on a les appareils de type A. Un appareil de type A, c'est un appareil qui prend l'air dont il a besoin pour fonctionner dans l'air ambiant et les produits de combustion sont rejetés dans l'air ambiant. C'est l'exemple de la table de cuisson que vous avez chez vous. L'air, en fait, pour assurer la combustion est pris dans la pièce et est rejeté. Ensuite, les produits de combustion sont rejetés dans la pièce. On voit bien, en fait, que ce dont parlait Judith notamment, l'apport d'air, en fait, extérieur, en fait, le renouvellement d'air est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce type d'appareil. Ensuite, on a les appareils de type B. Alors, un appareil de type B, qu'est-ce que c'est? Un appareil de type B, l'exemple le plus courant, c'est les chaudières, on va dire, un peu anciennes, en fait, qui sont des chaudières qui prennent l'air donc comburant, l'air dont elle a besoin pour la combustion, dans l'air ambiant, et les produits de combustion sont rejetés, comme on peut le voir dans le chaudière de type B1, dans l'illustration en haut à droite, sont rejetés dans un conduit de fumée. Alors, comme exemple, on a les chaudières, voilà, les chaudières qui fonctionnent dans les conduits de fumée, et aussi, on a aussi le principe, les chaudières VMC gaz. Alors, les chaudières VMC gaz, on en parlera un petit peu plus tard, c'est des chaudières donc, qui fonctionnent avec l'air donc, de la pièce et qui font à la fois office de chauffage et à la fois de système de ventilation parce qu'ils garantissent le renouvellement d'air au sein du logement. On peut voir quand même que en 2020, on a encore sur les 11 millions de clients qu'a GRDF, il y a encore 760 000 VMC gaz et environ 2 millions tout compris de chaudières de type B, donc qui prennent de l'air donc dans la pièce. Après, on arrive sur les nouveaux types de chaudières qui sont les appareils de type C. Et alors là, en fait, c'est plus couramment appelé, que je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les chaudières de type ventouse. Donc, on prend l'air à l'extérieur du bâtiment, on voit le débouché d'une ventouse en fait sur l'illustration en bas à droite. L'air en fait dont a besoin la chaudière est prise à l'extérieur du bâtiment, souvent au moyen d'un ventilateur qui est intégré dans la chaudière, qui aspire l'air, et ensuite le gaz est brûlé et les produits de combustion sont rejetés à l'extérieur du bâtiment. Donc ça, ces systèmes-là garantissent donc une très bonne sécurité puisqu'il n'y a pas de contact en fait entre les produits de combustion, quel que soit le fonctionnement, et on est sûr que la quantité d'air dont a besoin la chaudière pour fonctionner est OK. Donc, par exemple, il n'y a pas de défaut d'air qui peuvent peuvent produire de monoxyde de carbone. Donc, ces chaudières, on les retrouve soit sur des ventouses ou soit sur des conduits collectifs d'évacuation de produits de combustion qu'on appelle des 3CEP. Et ça, on y viendra un petit peu plus tard, je vous donnerai un petit exemple. Donc, voilà ce qu'il faut avoir en tête
appareil de type A, type B, type C, et on voit que le rapport avec la ventilation, puisque c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, le rapport à la ventilation de ces appareils est très différent, parce que donc un appareil de type A et de type B a besoin d'air comburant pris dans l'air ambiant, et l'appareil de type C n'en a pas besoin. Là, je vais faire un petit point sur la réglementation ventilation. Alors là, vous pourrez être très surpris parce que l'arrêté qui décrit la ventilation, qui donne les règles de ventilation pour le bâtiment, date de 1982. Donc, la ventilation est nécessaire pour, donc le besoin des occupants, ce qu'on appelle le confort et l'hygiène, c'est que l'air soit renouvelé et qu'il y ait aussi de l'oxygène pour que les êtres humains, dont on consomme de l'oxygène et on fait du dioxyde de carbone, voilà, on a besoin d'avoir de l'oxygène régulièrement, donc la ventilation est nécessaire dans le bâtiment. On a aussi besoin d'un renouvellement d'air pour la pérennité du bâti. Ça, on y pense moins souvent, mais on le voit quand on observe des bâtiments qui n'ont pas été ventilés, où on voit la présence de moisissures, ou la présence finalement, ou des structures, par exemple le bois, qui vont vieillir très rapidement, puisqu'il n'y a pas eu un renouvellement d'air, et l'humidité peut provoquer des dysfonctionnements, voire un vieillissement rapide du bâti. Et ensuite, cet arrêté fixe en fait, aussi les débits d'air pour les besoins d'appareils à combustion. Donc, notamment, alors en 1982, c'était principalement les appareils de type A et de type B. Et en fait, cet arrêté, alors ça, vous pouvez le consulter sur Légifrance, cet arrêté de 1982 définit les débits qui sont nécessaires en fonction du nombre de pièces. Et cet arrêté est toujours valable au jour d'aujourd'hui. Alors, avant 1982, il y avait ce qu'on appelle la ventilation générale et permanente. Donc, en fait, avant 82, c'était finalement la nécessité d'avoir une ventilation avec, là, il n'y avait pas encore de VMC, ça on va venir un petit peu plus tard, ou de système de ventilation mécanique, mais donc c'était une ventilation qui était nécessaire avec une ventilation qui venait des pièces principales vers les pièces de service. Alors, l'arrêté définit uniquement des débits de ventilation. Et la mise en œuvre, comment fait-on pour avoir ce débit de ventilation? Vous les trouvez dans ce qu'on appelle les DTU. Les DTU, c'est les règles de l'art, de la profession. Et les DTU, en fait, le garantit qu'on ait la mise en œuvre du DTU permet de répondre aux exigences de l'arrêté du 24 mars 82. Alors, tous les DTU sont numérotés, ils ont tous des petits noms. Le DTU sur la ventilation, c'est le DTU 68.3. Donc, le DTU 68.3, il a été revu très récemment et il est constitué de 6 parties. C'est sur les règles de calcul, le dimensionnement et la mise en œuvre. 2, il présente la ventilation mécanique autoréglable. 3, le cas dont on parlait tout à l'heure, la ventilation mécanique contre les gaz, la VMC gaz, les règles de dimensionnement notamment, les règles de calcul et la mise en œuvre. La partie 4, c'est la ventilation autoréglable double flux. Et ensuite, c'est le choix des matériaux et le cahier des clauses administratives. Ça, c'est moins intéressant pour l'exposé d'aujourd'hui. Alors, les règles de l'art, c'est tout ce qui est parfaitement maîtrisé. Donc, le DTU couvre finalement les techniques traditionnelles. Toutes les autres technologies, par exemple, notamment la ventilation hygrobée qui est assez répandue, sont sous ce qu'on appelle des avis techniques. Les avis techniques, ce sont des documents qui vont en complément du DTU. Donc, bien sûr, un avis technique, en fait, n'est pas contraire à la réglementation. Il est là juste pour appuyer et pour augmenter finalement le nombre de technologies disponibles qui sont finalement possibles dans le DTU 68.
Donc voilà pour la réglementation ventilation. Donc deux textes à retenir principalement, l'arrêté du 24 mars 82, et ça vous le verrez à la fin, hein, j'ai proposé en fait les textes en fait qui sont importants pour votre bibliographie. Le jour où vous allez chercher des informations, voilà les endroits où vous pouvez les trouver. Après, en fait, il y a la réglementation gaz qui vient impacter en fait la réglementation de la ventilation. Alors, pendant très longtemps, l'arrêté gaz en fait était connu sur l'arrêté du 2 août 77. Donc ça, tous les professionnels connaissaient l'arrêté du 2 août 77. Quand on voit l'arrêté en fait qui a été écrit en 77, malgré les modifications, les quelques modifications, les arrêtés modificatifs qu'il y avait eu à la marge, n'était plus finalement adapté à la façon dont on utilisait le gaz, notamment. Alors, ce qu'il faut voir, la façon dont on utilise le gaz, c'est qu'il y a, depuis 77, donc il y a des nouveaux types de produits. En 77, il n'y avait pas de chaudière de type étanche, par exemple. Et aussi, il faut voir que le mode constructif, le mode constructif, la façon dont les architectes sont pleins de créativité, et donc maintenant on se retrouve, quand on disait par exemple dans l'arrêté de 77, on dessert le gaz par des parties communes, maintenant on se retrouve avec des bâtiments où il n'y a pas forcément de parties communes, où il y a plutôt une coursive, ce qui permet en fait de faire la circulation des bâtiments. Et donc finalement l'arrêté du 12 77, il ne convenait plus du tout en fait, au mode constructif actuel. Donc cet arrêté de 1977 a été modifié récemment, puisque c'est l'arrêté du 23 février 2018, et on en a profité pour, à la fois pour le toiletter et pour le changer dans sa forme dans son type de fonctionnement. Et là, on a mis en place un nouveau concept finalement réglementaire qui est que dans l'arrêté du 23 février 2018, il y a les exigences de résultat. Donc, par exemple, si jamais on prend une canalisation ne doit pas fuir. Mais avant, dans l'arrêté du 77, on disait tel type de canalisation pouvait, avec tel matériau, monté de telle façon, répondait à l'arrêté du 277. Et dans l'arrêté du 23 février 2018, on prescrit finalement le résultat. Donc le résultat, c'est il ne faut pas qu'il y ait d'intoxication CO, il ne faut pas qu'il y ait de fuite de gaz. Et donc finalement, c'est un arrêté relativement simplifié. Mais comme on était conscient en fait que les professionnels sur le terrain avaient besoin de savoir quelles étaient les solutions qui répondaient aux exigences de l'arrêté, donc ont été écrits des guides qui sont complémentaires finalement de l'arrêté du 2 août 77, de l'arrêté du 23 février 2018. Et ces guides répondent en fait aux exigences de l'arrêté. Alors, notamment, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on a un guide qui s'appelle le guide EVA-PDC. Je vous donnerai la façon de le télécharger en fait en fin de webinaire. Mais ce guide EVA-PDC vous donne toutes les solutions qui sont réglementaires et qui correspondent aux exigences de l'arrêté. Alors, pourquoi finalement ce nouveau type d'arrêté? On voit que pour changer un arrêté, c'est ultra compliqué. Il faut attendre quelquefois 4-5 ans de travail auprès des ministères pour avoir une modification. L'intérêt, c'est que les guides peuvent être modifiés beaucoup plus facilement et l'arrêté, en fait, qui est le socle de notre réglementation, lui ne va pas changer, mais par contre, les guides, en fonction des innovations technologiques, en fonction des besoins terrain, peuvent évoluer. Alors, notamment dans le guide EVA-PDC, qui nous concerne, qui est donc évacuation des produits de combustion, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On retrouve dedans la réglementation VMC gaz telle qu'elle était utilisée avant, parce que ça, en fait, les chaudières, en fait, VMC gaz sont toujours en fonctionnement. Hein, il y a plus. Bon, la technologie VMC gaz a eu un gros boom dans les années 80 et 80-90, et puis maintenant, bon, on n'installe plus forcément de VMC gaz pour d'autres raisons, puisque là, c'est plus la réglementation thermique et la performance des produits qui ne permet plus leur installation. Et aussi, dans le guide EVA-PDC,
là on va le voir, on le verra un petit peu plus tard, on a aussi le protocole de réception des systèmes 3CEP. Tout à l'heure, je vous ai dit donc qu'il y avait des chaudières qui étaient étanches, soit elles sont individuelles et dans ces cas-là, c'est un débouché ventouse, ou soit quand c'est des chaudières étanches sur un conduit collectif, c'est ce qu'on appelle les systèmes 3CEP. Donc voilà l'arrêté du 23 février 2018 et finalement, ce qui vous intéresse aujourd'hui principalement, c'est le guide EVA-PDC où il y a toutes les solutions qui sont disponibles. Je vous ai mis une page d'exemple et qui vous donne, par exemple, voilà, vous êtes dans tel cas, vous allez voir tel paragraphe qui vous donne les prescriptions qui sont nécessaires. Alors, l'arrêté du 23 février 2018 couvre aussi, bien sûr, l'aspect ventilation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous faire peur en vous envoyant l'arrêté tel qu'il est dans Legifrance, hein, c'est l'article 18 qui traite de la ventilation du logement. Et là, en fait, vous avez exactement les prescriptions en fait, qui sont nécessaires et qui garantissent qu'il n'y aura pas d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc, c'est par exemple le fait qu'il y ait des ventilations hautes et basses, le fait qu'il y ait par exemple pour les systèmes, pour l'installation d'un appareil à circuit non étanche, quelles sont les prescriptions qui sont nécessaires. Donc ça, c'est juste pour vous dire où se trouve l'information. Je ne vais pas rentrer dans le détail de finalement de cet article-là qui est un petit peu qui est assez dense. Voilà. Ensuite, pour terminer, je voulais vous parler du cas du 3CEP, parce que ça, c'est actuellement en France, 60% des chaudières qui sont installées le sont sur des systèmes 3CEP, donc des systèmes d'évacuation des produits de combustion collectifs pour les chaudières étanches. Et alors, donc, pour vous montrer comment ça marche, hein, vous avez exactement le schéma sur votre partie droite de slide. Vous voyez que comme une chaudière étanche, l'air frais arrive par le haut, en fait, j'allais dire par la cheminée, mais par le conduit collectif qui est situé donc en toiture, et alimente en fait les chaudières qui sont dans les étages inférieurs. On voit ce système-là, bon, c'est un système qui est sous avis technique, hein, ce qui ne fait pas partie des techniques traditionnelles, bon, qui a été développé depuis les années 90. Hein, il y a à peu près 10 fabricants en France qui proposent des 3CEP. Et sur cette technologie, justement, qui théoriquement en fait, montre que ce sont des chaudières les chaudières sont étanches, tous les systèmes sont étanches, on ne devrait pas avoir d'intoxication au monoxyde de carbone. Or, on s'est aperçu que, que sur ce produit-là, on a eu quelques cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc, la profession s'est réunie et a travaillé sur un protocole parce que finalement, les cas en fait, les plus courants, c'était un mauvais montage du conduit 3CEP. Et ce mauvais montage faisait que des produits de combustion pouvaient se retrouver dans l'air frais ou dans la partie, du logement. Notamment, comme toute chaudière, si le conduit de raccordement, ça c'était le cas que citait tout à l'heure Judith, c'est les principaux cas d'intoxication CO, si le conduit de raccordement de la chaudière au conduit 3CEP est mal monté, on peut avoir des produits de combustion qui se retrouvent dans la pièce avec potentiellement un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc, ce qu'a voulu faire la profession et l'intégrer dans le guide évacuation des produits de combustion, c'est faire un protocole qui couvre la totalité de l'installation, à la fois les chaudières et les conduits, pour être sûr que tout fonctionne bien. Et le gaz, en fait, l'ouverture du gaz est soumise au fait que les professionnels du bâtiment ont mis en œuvre ce protocole. Donc là, on a une sécurisation de la solution 3CEP. Donc, ce protocole, pour le détailler très rapidement, donc il y a 3 phases. La première phase, c'est
on vérifie le bon montage du conduit collectif, donc c'est le conduit central qu'on a sur le dessin. Ensuite, on vérifie que les installations des chaudières qui sont bien adaptées au conduit. Et ensuite, on vérifie en conditions réelles le bon fonctionnement de l'installation complète. Et pour aller plus loin sur le 3CEP, comme donc la profession a aussi édité un livre blanc qui rassemble en fait tout le savoir qui est finalement qui n'est pas dans la réglementation, qui n'est pas dans le finalement dans le guide, ni dans l'arrêté ni dans le guide, mais sont les bonnes choses à savoir pour les professionnels qui utilisent ces trois CEP. Donc, ce livre blanc, il y a quatre parties. Une partie qui est sur l'aide au dimensionnement, parce qu'on voit que le dimensionnement finalement du 3CEP, c'est très important. Un guide de dépannage en disant, voilà, si on observe telle chose, voilà ce qu'il faut faire. Un guide de remplacement des chaudières. Et on est en train de finaliser l'aspect maintenance des 3CEP. Voilà les références. Donc, pour aller plus loin, je vois que j'ai fait 1 minute de plus que le temps qui m'était accordé. Bon, alors, c'est à peu près raisonnable. Donc, vous avez l'arrêté du 23 février 2018. Je crois que les slides seront disponibles pour tous les participants du webinaire. L'arrêté du 24 mars 82. Le guide EVA-PDC et le livre blanc sont disponibles sur le site du CNPG. Alors, juste le CNPG, c'est le Centre national des professionnels de l'énergie gaz. Et c'est une association qui regroupe toutes les parties prenantes du gaz, qui travaillent sur le gaz naturel et qui ont travaillé sur à la fois les guides EVA-PDC sur le livre blanc. Bien sûr, alors là, c'est de la publicité plus pour GRDF. Donc, GRDF, si vous connaissez, il y a une partie qui s'adresse au grand public, aux professionnels du gaz, qui s'appelle CEGIBAT. Donc là, vous avez le lien pour aller sur le site CEGIBAT. Vous trouvez donc toutes les informations sur la réglementation gaz. Mais ça fonctionne aussi avec une hotline gratuite, avec le numéro qui s'affiche là. Et aussi, pour aller plus loin, il y a des fiches et des questions réglementaires pour répondre à vos questions sur la façon de bien installer les produits gaz en toute sécurité.